on peut commencer à papoter tranquillement le temps que les gens ils arrivent. Mais ouais, c'était génial la démo. Franchement, moi je fais quand je monte du Knative ou du Kafka, c'est du Hello World qui active un autre pod qui fait Hello World. Voilà, là c'était activation de Blender, rendering et tout. Mais bon, avec Laurent, je sais, c'est la première fois que je voyais Alain présenter aussi, mais Laurent il fait toujours des démos qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, alors, je regarde un peu dans le chat si tout se passe bien. J'attends un petit peu le go de Sun qui va me dire. Alors, je vais voir. Tac. Vous, ça va? Vous n'avez pas d'orage chez vous? Moi, pour l'instant, non. Non, moi. J'ai même presque du ciel bleu, dis donc. Presque du ciel bleu. Ah ouais. Moi, je vais regarder. Je peux regarder par la fenêtre. Paris, il fait beau. Ouais. Moi, il fait 27 degrés, il fait là. Donc, ouais, c'est la Riviera. Non, je... Ok. Vous savez quoi, en attendant 2 secondes, je vais juste partager mon écran. On va voir un petit peu où on en est au jeu de la bataille navale. Parce que je crois qu'il y a un gros combat. Dashboard. Alors, vous devez voir mon dashboard là. Alors, ça joue plus trop là, je vois. Mais le top 10 se partage entre ces 2 personnes. Il y a Glory Ridge qui a la première et la deuxième place. Et il y a Weevil qui a les autres places. Et à eux deux, ils arrivent à se partager le top 10. Donc le jeu, il tourne encore. Hein, donc n'hésitez pas à aller jouer. Là, il y a 23 joueurs encore connectés. Essayez de les battre. Parce que voilà, ça va être faisable. Je vais vous remettre l'URL du jeu. Dans le chat, hop, je le mets là, hop, je le mets dans Event, hop, voilà, et je vais couper non, pas tout, non, j'allais faire Stop Broadcasting, ça aurait été dommage, Stop Sharing, voilà. ouais, trop de boutons. Bon, ça, pour l'instant, la plateforme, elle tient, il n'y a pas trop eu de soucis. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va commencer tranquillement. Donc, c'est la table ronde quand la CI est bonne. Ok. Donc. On entend la chanson là, de ta part. Hein. Ouais, au passage, bravo pour le teaser. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est une vieille. C'est un vieux tweet que j'avais fait. J'ai repris celle-là de Goldman, mais j'avais fait aussi toute une compile. Il y a compile-moi. Il y a qu'est-ce que j'avais fait encore? Elle met des vieilles techs. Ah oui, elle met des vieilles techs sur son LinkedIn pour attirer les seniors, les bobos. Voilà. Il y a il y en a toute une série. Hein. C'est génial. Chaque chanson de Jean-Jacques Goldman, je crois qu'on peut en faire un tube IT. Voilà. Et donc, j'ai trop saigné avec Tecton. Celle-là, c'est quelqu'un qui m'avait sorti. Je crois qu'il m'avait sorti ça. Ça fait saigner un peu Tecton. Et je crois que je venais juste de finir un talk Tecton. Et j'ai eu ça en tête. Et c'était le même moment où on m'avait aussi montré comment faire de l'autotune avec GarageBand sur le Mac. Donc, c'est pas facile, hein, l'autotune, parce qu'il faut trouver la bonne note. Donc, moi, je me moquais beaucoup de ceux qui ont l'autotune, mais il faudrait même trouver la bonne note et tout. Et après, c'est très rigolo, quoi. Donc, du coup, attendez, je regarde si Sun me fait un petit signe. Ah oui, il y a Vincent qui dit après les vieilles charrues, il y a Seb. Et ouais, moi, je me régale à chanter. Mais moi, je chante pas très bien. Alors qu'il y a Sylvain, que vous connaissez peut-être, qui lui a carrément sur son site web, il fait plein de reprises de chansons, genre le Craftman gagnant et tout. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il en a toute une série. Et la semaine prochaine, il vient à Riviera Dev pour faire un talk sérieux. Mais il a dit, si vous voulez, je peux pousser la chansonnette aussi. Donc, il va ramener son micro. Et à la fin, au moment du cocktail, il va pousser la chansonnette sur 2-3 chansons. Donc, ça va bien le faire. OK? Bref, on est là pour parler de CI. C'est une table ronde. On va discuter. Enfin, moi, je vais modérer. Je vais surtout vous laisser discuter. Ce que je propose, c'est qu'on fasse, vu que c'est une table ronde, un tour de table pour se présenter. Enfin, je vous laisse vous présenter. Et après, je poserai une petite question. Non, on va voir. Lançons le tour de table d'abord.
Donc, on va commencer dans l'ordre comme ça. Donc, c'est Philippe. Ok, salut. Bah alors déjà, merci Sébastien de me recevoir, enfin nous recevoir. Moi, je suis Philippe Charrière, je suis Technical Account Manager chez GitLab. Donc, c'est-à-dire, je m'occupe des clients une fois qu'ils sont clients entreprises. Ok. Vincent. Yes, Vincent Demester, Senior Principal Software Engineer à Red Hat, mais je suis principalement lead du projet Tekton, donc tous les composants Tekton, la communauté, etc. et la partie intégration de OpenShift. Ok. Et finalement, Et pour Tug. ouais, donc moi je suis Tug Dualgral, je suis Solution Engineer chez GitHub depuis 4 mois, donc c'est assez récent. Et en fait, Solution Engineer, c'est que j'aide l'équipe vente à vendre GitHub Enterprise à ses clients. Et donc accompagner les clients en avant-vente, en post-vente, et aussi des événements comme aujourd'hui. Donc travailler avec la communauté de développeurs le plus possible, comme j'aime le faire et comme je l'ai beaucoup fait par le passé. Ok. Cool. Donc, l'idée de se parler de CI/CD dans le cloud, mais avant de parler dans le cloud, peut-être rappeler aux gens qui sont tous là, peut-être on est dans notre bulle, c'est peut-être pas forcément clair ce que ça signifie CI/CD. Ce que je vais demander à chacun d'entre vous, c'est est-ce que vous avez un pitch elevator ou un punchline qui décrit rapidement ce que c'est la CI/CD? Et on va repartir dans l'autre sens du coup maintenant. Alors, Tug. Alors, pour ma part, le pitch, ça va juste être, on a accéléré le développement en déplaçant les tests le plus possible, en automatisant de plus en plus de choses, et c'est continuer sur ce principe-là, en pouvant faire tous les tests possibles, toute l'intégration des différentes librairies, et si possible, en fonction des besoins des projets, déployer également. Alors, déployer dans des environnements de développement, déployer dans des environnements de test ou des environnements de production. Et c'est tous les outils qui tournent autour de ça quand on parle de la CI et de la CD. Ok. Vincent, tu as une définition à nous proposer? Moi, j'ai pas de pitch parce que je suis un dev, hein, donc. Mais non, en fait, ouais, CI pour moi c'est vraiment l'automation. Automatiser tout ce qu'on peut automatiser en termes de build et bien sûr s'assurer que la qualité de nos projets, de nos produits soit là. Et CD, c'est le problème toujours à définir parce que des gens vont mettre continuous delivery, des gens vont mettre continuous deployment. Donc en fait, CD, c'est pas clair exactement ce que c'est, mais l'idée c'est pour faire vraiment simple, c'est tu build, tu déploies en continu et l'idéal, c'est effectivement d'automatiser, d'être capable de produire quelque chose et de le livrer quand on veut et quand on en a besoin. Ok. Et Philippe? Alors moi, je vais repomper un petit peu ce qu'on disait chez mes anciens petits camarades de chez Clever Cloud, dont si tu vas sur la homepage, la première phrase c'est Iterate faster. Alors, désolé pour l'accent. Globalement, c'était ce qu'on disait, mais ça correspond à la CI ou la CD. Enfin, pour moi, CI et CD, c'est presque la même chose en termes de mécanisme. Il n'y a que les objectifs qui ne sont pas les mêmes. C'est que s'il y a quelque chose que tu sais faire à la main et que tu le fais 10 fois par jour, trouve une solution pour l'automatiser et que tu n'aies plus à le faire à la main. Donc, pour moi, la CI et la CD, c'est vraiment court comme résumé, mais ça va me permettre de faire plein de choses, que ce soit plus moi qui fasse ces choses-là, en fait. Que ce soit fait automatiquement, et comme ça évitera quelques erreurs. Si un matin, je suis mal réveillé, d'aller dropper la base de prod, par exemple, ça ne peut plus arriver. Ok. Ouais, ça permet de se concentrer sur ajouter de la valeur à tu disais que tu étais développeur, ça c'est un truc de commercial. Ouais, mais je vois aussi un peu ça. Peut-être que Non, c'est les autres, on ne va pas vous prendre votre métier, vous allez pouvoir vous concentrer sur la valeur ajoutée de votre métier. On disait ça aussi chez Clever. Enfin, ils le disent toujours. Ok. Mais chez Clever, j'étais sales. Ok. Bon, après, c'est pas quelque chose de nouveau, la CI/CD. Moi, Jenkins, on va parler. Moi, quand j'entends CI/CD, j'entends Jenkins. Hein. Enfin, c'était quoi le premier nom encore avant qu'ils aient dû changer? C'était Mr. Hudson.
Hudson. Ah oui, Hudson. Hudson. Et avant ça, pour être honnête, le tout premier outil que j'avais, c'était à l'époque Maven, c'était Continuum, je crois. Ça vous Non, parle je n'ai ça? pas connu. À l'époque, j'étais chef de projet, donc je faisais faire ça à l'équipe. Je ne savais pas comment ça marchait. Ah ouais. Continuum. Donc, c'est quelque chose de pas nouveau. Pourtant, j'entends souvent aussi dire ouais, mais pour que la CI/CD soit efficace dans votre entreprise, il faut qu'il y ait déjà la culture un peu DevOps qui soit implémentée parce que les devs et les ops vont devoir travailler ensemble sur cette partie-là. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, qui veut commencer? Vas-y, Philippe. Oui, alors j'ai un avis. Alors, ce que tu viens de dire, c'est vrai, mais pour moi, c'est le truc total, final, le plus gros échelon des choses à atteindre. C'est pas la peine de faire un Big Bang dans une entreprise si déjà ça, tu sais pas. Enfin, si tu n'as pas ça. Pour moi, au début, c'est de faire que on sorte un petit peu du concept où il y avait que quelques spécialistes de Jenkins ou d'outils similaires. Et qui s'y connaissaient en réseau, en système, et c'était eux qui t'installaient ta CI et tu étais obligé d'ouvrir des tickets pour demander des modifications. L'objectif maintenant, avant d'être dans un mode complètement DevOps, c'est de simplifier le plus possible les outils de CI, CD, pour que les développeurs puissent les utiliser en collaboration avec les Ops ou les admin 6, on les appelle comme on veut, hein, mais que justement les spécialistes puissent donner un degré d'autonomie aux développeurs sans que les développeurs viennent les enquiquiner toute la journée pour faire des changements ou sans que les développeurs soient obligés d'attendre la disponibilité justement de ces personnes qui ont d'autres choses à faire, qui sont justement concentrés sur la valeur ajoutée de leur métier et du coup de fournir ces outils ou ces petits bouts d'automation qui permettent aux devs de pas attendre et de faire un petit peu les ops de leur côté, leur permet d'être plus tranquille et puis d'aller bosser, je sais pas, sur l'aspect sécu de l'infra ou des choses comme ça. Donc pour moi, DevOps, c'est pas obligatoire. C'est plus, c'est bien si les spécialistes savent donner des outils aux non spécialistes pour les aider à bosser d'une manière plus smooth, enfin plus tranquille. Et du coup, je sais plus si c'était Tug ou Vincent qui disait ça, mais qui parlait de cycle continu. Voilà, ça permet d'avancer un peu plus sans aller jusqu'au je commit, ça build, ça fait le test, ça déploie, ainsi de suite. Parce qu'il y a certaines boîtes qui veulent mettre un step manuel, on va dire, pour des vérifications, et c'est compréhensible. Au moins, dans toute la période de dev, tu vois, avant même de faire une release, que les gars soient pas embêtés. Le développeur, il doit développer et pas être emmerdé pas être bloqué par plein de trucs compliqués. Moi, j'avais aimé quand j'avais. En fait, DevOps, c'est arrivé un peu plus récemment. Il y avait quelque chose que j'avais aimé quand je travaillais chez Exoplatform avec Dimitri Baeli et Arnaud Héritier. Donc, Arnaud Héritier qui est sur CloudBees et sur Jenkins, justement. Ils avaient sorti, en tout cas, peut-être que vous l'aviez entendu avant, mais moi, j'avais bien aimé quand j'avais discuté avec eux et qu'on mettait en place la Software Factory chez Exo, qui était une release, ça doit être un non-événement. Et en fait, en partant sur cette chose-là, c'est qu'est-ce que tu dois faire dans ton usine logicielle, dans les outils que tu mets à disposition des développeurs, des testeurs. À l'époque, on divisait les deux, développeurs, des testeurs, des gens qui étaient ops pour que justement le code il puisse partir en release ou en production à n'importe quel moment. Et c'était mettre en place ces outils-là. Et donc l'effet final pour moi, effectivement, c'est que tu arrives à une équipe ou une organisation qui est DevOps, mais c'est pas nécessairement un prérequis, en fait. C'est plus se dire, moi en tant que développeur, moi en tant qu'Ops, moi en tant que QA, moi en tant que machin, il faut que ce soit complètement transparent, qu'on partage tous les mêmes outils et la même façon de travailler. Ok, ouais. Vous voulez réagir sur vos trucs respectifs ou... Moi, je suis plutôt d'accord, mais avec Tug, on utilise des outils qui ont plutôt des racines similaires. Oui. Et du coup, enfin, à part dire je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, je n'ai pas d'autres remarques.
Ouais. Ok. Je vais faire un petit tour sur le. Après, Ouais, vas-y. Après, il y a quand même quelque chose ça n'empêche pas que dans une équipe, après, on a des compétences et des centres d'intérêt qui vont être différents. C'est-à-dire que moi, avant de rentrer chez GitHub, la partie CI et la partie CLI, je m'en occupais pas. C'est-à-dire que tu arrives sur des projets, il y a des personnes qui ont travaillé sur les jobs qui vont bien, il y a des personnes qui ont les compétences. Et malgré tout, les gens qui vont faire du provisioning sur ton cloud, qui vont faire ton Terraform ou équivalent, qui vont faire tout le packaging, toute la sécurité, sont au moins au début des personnes différentes du corps développeur qui travaillent en Ruby, en Java, en Quarkus ou autre. C'est malgré tout les différentes compétences et la façon de travailler sur les projets, il y a quand même un petit peu de différence entre quelqu'un qui va être plus orienté Ops que quelqu'un qui est orienté pur, puis c'est la ligne pour l'application. Ok. Je fais juste un petit tour sur le chat, parce que ça chatte pendant qu'on chatte. Je commence avec la petite blague de Gaël qui « J'ai trop saigné avec Jenkins ». Ouais, ça marche avec Jenkins aussi. « J'ai trop saigné avec Jenkins ». Ouais, ça marche mieux avec Jenkins. Même. Ça marche mieux avec Jenkins. Ouais, non, en plus j'adore Tectona, on peut en revenir après. Moi, j'aime bien Jenkins, hein, c'est ce qui m'a tout appris en CI. Donc, tous les concepts, je les ai appris grâce à Jenkins. Il y a Arnaud, c'est bien aussi, qui rappelle que parfois, on a juste pas d'outils, on a déjà un script bash et c'est déjà 1000 fois mieux que ce qui existait avant. Voilà, moi je sais, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, des grosses assurances où j'avais aucune notion. Le build se faisait sur une des machines du dev et voilà, c'était, tu prenais le IR file que tu mettais sur un répertoire partagé Windows et tu envoyais le mail à l'équipe Ops. Ils disaient, c'est sur ce chart folder là, attention, on a rajouté quelques jars. Ah oui, l'histoire des slash, backslash, attention, ça c'est toujours pas fixé. Des trucs comme ça. Et Thierry qui nous dit, Titi Moby qui dit, du coup, si CI/CD, c'est quand tu automatises, tout le code, c'est de la CI/CD. Oui, c'est le code qui gère du code. Pour atteindre un jour le no-code, dit Gaël. Et ce jour-là, je prendrai ma no-retraite. Conclut Thierry. J'aime bien ce petit enchaînement. C'est Jenkins qui a montré un petit peu le chemin pour ça, la direction de finalement, ta CI/CD, c'est du code avec les Jenkins files, c'est du Groovy dedans. Et qui finalement, ça a commencé à parler beaucoup plus aux développeurs que de passer d'écran en écran, à faire des paramétrages, à oublier. Moi, je me souviens, j'avais l'impression que, que Jenkins me faisait des blagues et que les écrans de config changeaient quand je revenais, si tu veux, parce qu'il y avait trop de choses pour moi et mon petit cerveau n'arrivait pas à se concentrer. Et un jour, j'ai vu Arnaud, c'était Web Today à Nantes, qui parle des Jenkins Files. Et ça m'a sauvé la vie quelques temps après, quand j'ai eu à faire un setup GitHub Jenkins. Je me suis rappelé des Jenkins Files et je suis devenu accro à cette idée-là tout de suite. Et du coup, effectivement, la CI et la CD, c'est devenu du code avec des objectifs un peu différents de ce qu'on connaît maintenant. Mais je pense que pour des devs, c'est vachement plus facile à assimiler et à comprendre. Ouais. Et il y a Arnaud aussi qui lui vient avec sa définition. Pour moi, le CI/CD sert cet objectif. Ne pas stocker le code dans un dépôt sans qu'il ne soit déployé de façon automatique et sur la prod. Un code écrit mais non déployé ne sert à rien. Oui, le code, tant qu'il n'est pas en prod, il n'existe pas. Oui, mais le code ne peut pas être déployé de façon automatique partout. Je pense qu'il y a une partie où on est encore loin pour beaucoup d'applications, beaucoup d'organisations. Il y a plein de raisons pour le faire. Par contre, qu'il soit capable d'être buildé et préparé pour être déployé. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Vincent parlait de déployer ou delivery, c'est-à-dire qu'à la rigueur, peut-être que ton outcome, quand tu vas avoir fait le build, c'est une image Docker, c'est un jar, c'est un ER, c'est un binaire, quel qu'il soit. Et là, tu es prêt à déployer, mais le déploiement lui-même, pour plein de raisons, ne peut pas nécessairement être automatique. Mais par contre, l'objectif, effectivement, c'est tout le code que tu merges, il doit servir à quelque chose, il doit être testé et il doit être packagé quelque part pour être potentiellement utilisé. Ouais. Ça. Ok. Et justement, je pense que ce qui est important quand on va discuter avec c'est-à-dire que
quand on va parler d'Hygro du web, etc., eux font du déploiement continu et ils déploient tout le temps. Mais quand on va aller travailler sur des projets un peu historiques, avec des équipes justement qui sont habituées à avoir une mise en prod tous les trimestres, comment on prend cette organisation-là pour la déplacer vers quelque chose qui s'accélère. C'est-à-dire que si on arrive à passer un déploiement par trimestre à un déploiement par mois et à un déploiement par semaine, c'est un gain qui est énorme pour tout le monde. Et donc, si on arrive en disant on va faire du CI/CD, ils vont se fermer comme des anémones sous la mer en disant « Oh, mais nous, on n'y arrivera jamais ». Donc, il y a cette partie-là où on les accompagne. Et justement, les outils avec lesquels on travaille tous, c'est pour essayer aussi de donner un peu plus de pouvoir aux équipes de développement pour montrer qu'ils peuvent prendre en main cette partie-là le plus simplement possible pour commencer à dire « Regardez, nous, de notre côté, quand on écrit du code, on l'a écrit, on l'a testé dans plusieurs environnements, c'est-à-dire que quelque chose de basique, ça va être je veux pouvoir tester avec Node, 3 versions de Node, 2 versions de Java, avec la version Quarkus en binaire, la version Quarkus en jar. Et la partie CI va être capable de faire ça, la compiler, la tester dans plein d'environnements pour pouvoir dire je prépare par la suite le travail suivant qui va être le déploiement, qui dans un premier temps peut rester une fois par semaine, même si moi en développement j'étais prêt avant. Ouais. Et du coup, je vois une remarque de Gaël, là aussi, elle fait Jenkins, c'est chouette au final, mais le souci, c'est de le maintenir, je trouve. Ce qui est vrai. Et du coup, ça nous amènera tout à l'heure à la discussion des services proposés par justement GitLab, GitHub, des services de CI/CD manager, en fait. Mais avant ça, il y a une question de Thomas qui est aussi intéressante. Est-ce que c'est mieux de spécialiser la conception de ces jobs à un DevOps ou à un bureau, ou bien de confier la tâche au dev et à l'équipe? Je m'avance pas. Ça dépend, mais elle est intéressante, la question. Au début, moi j'aime bien à l'équipe, ça rejoint DevOps. Après, c'est pour des jobs compliqués et des gens qui maîtrisent l'architecture, je pense que c'est mieux de confier toutes les parties de job qui vont être utilisables, réutilisables à des spécialistes, donc par exemple les ops, ou à des gens qui s'occupent de la sécurité. Tout dépend. Si tu es dans l'armée, j'imagine qu'il y a des, en termes de déploiement et de choses comme ça, il y a des choses très importantes à faire. Et après, comme disait Tug, c'est laisser de la latitude aux développeurs pour utiliser ces outils. Le développeur, il faut qu'il comprenne quand même que quand il va déployer quelque chose, ça a des impacts. Il n'y a pas que son code, donc il faut qu'il ait la compréhension de tiens, moi quand je déploie ça, en fait, ça va popper 3 VM ou 2 pods ou j'en sais rien. Donc c'est bien s'il a la vision des quelques commandes qui sont lancées. Après, c'est comme pour Git, là, les commandes de plomberie de Git. Moi, je les laisse à des spécialistes. Les commandes de plomberie de CI. Tu fais du Git Force, c'est ça, de toute façon. Git Force, voilà. Moi, c'est. J'ai une anecdote là-dessus. T'as pas besoin de plomberie, toi? Non, j'ai pas besoin. Moi, mais je suis en train de rédiger un kit de survie Git, justement. Donc, ça me parle beaucoup. Mais je pense que toutes les choses compliquées, il faut les laisser aux spécialistes et qui vont filer après des helpers ou des tools ou juste des fonctions que les devs vont pouvoir réutiliser en faisant un peu des jeux de construction, en fait, pour arriver à eux ce qu'ils veulent faire. Et par contre, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si tu prends une équipe de dev junior qui n'a jamais fait d'ops, qui n'a jamais rien mis en production, même si tu veux faire du DevOps, il faut avoir la compétence pour avoir déjà de cesse que savoir sur quoi tu déploies. Demander à des développeurs qui travaillent en société de service sur quoi est déployée votre application. En termes d'infrastructure, il y a plein de fois où vous allez ne pas le savoir. Par contre, ils ne vont pas le savoir. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est que tous les scripts DevOps, tous les scripts d'automatisation, toute la partie CI, et moi je mets automatisation d'une façon générale, parce qu'il y a plein de choses le provisioning avant, est-ce que ça fait partie de la CI ou pas, ça peut faire partie d'un environnement, etc. Ce qui est important, je pense, c'est que ce soit accessible à tous les développeurs. Pour qu'en fait, comme un projet open source, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe,
dans une entreprise, on partage ces ressources-là, les gens peuvent apprendre en lisant, peuvent contribuer, on fait une pull request sur une partie CI où on veut un commentaire, on fait de la revue, de la même façon qu'on va chercher en tant que développeur à simplifier ou à améliorer l'application, on peut améliorer la partie automatisation et contribuer et apprendre. Ce qui est important, c'est que dans la partie où quand on va merger du code, qui va partir, donc et là c'est encore plus important parce que cette partie-là va générer des choses en production, c'est que ce soit contrôlé et bien revu. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur Java ou Node, je vais pouvoir merger du code qui sera sur du code applicatif et la partie, les scripts qui mettent en production. Le merge, on va laisser ça à la partie au SRE ou à la partie équipe à côté, dans l'équipe qui a le plus la compétence autour de la partie Ops. Okay. Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Pas vraiment, tout a été dit. J'allais évoquer quelques points, mais tu dis Philippe pour un très bon job, donc moi je laisse pour l'instant. Et comme dit dans le chat, dit Sébastien Dupierre qui dit si on a déjà une CI/CD sur les environnements de pré-prod ou de dev de QA, c'est déjà une très bonne chose. Oui, c'est ce qu'on essaye nous aussi. Moi, c'est ce que on essaye de faire chez Red Hat, par exemple, pour juste déployer ses workloads, essayer de donner ce sentiment de self-serving aux gens, qu'ils puissent toucher un peu, voir ce qui se passe quand ils déploient leur workload. Et je pense que ça compte aussi pour s'ils peuvent déclencher une CI/CD en pré-prod et qu'ils cassent tout, c'est pas très grave. Mais au moins, ils peuvent apprendre sur leurs erreurs et adapter là-dessus. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Oui, pousser en prod directement. Ouais, ça se fait. Hein, c'est ton métier tous les jours, ça, Sébastien. Toi, tu fais de la déploiement continu. Pacman, il est déployé. Je fais du déploiement. Je fais du déploiement de paillettes en continu. Je voudrais réagir sur un commentaire qu'a fait Gaël. Gaël écrit « Jenkins reste privilégié dans les boîtes qui ne veulent pas mettre leurs credentials dans le cloud ». En fait, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que Jenkins reste privilégié parce que c'est la plateforme d'intégration historique. C'est-à-dire que c'est présent dans beaucoup d'entreprises. Il y a énormément de pipelines qui ont déjà été présents et réécrire un pipeline sans valeur ajoutée en passant sur une autre tech n'a pas nécessairement de la valeur tout de suite. Par contre, ce concept de dire je veux pouvoir exécuter certains jobs chez moi et non pas sur le cloud ou dans un environnement, on va dire confiné, c'est peut-être pas le bon terme, mais aujourd'hui, toutes les solutions le permettent. C'est-à-dire que alors peut-être que Vincent, là, ça sera l'occasion que tu rentres dans le détail un petit peu de ce qu'apporte Tekton ce que fait Tekton par rapport à Actions et GitLab CI. Mais quand tu travailles avec GitHub ou GitLab, tu peux exécuter tes jobs, même si tu utilises une version managée, et mettre tous tes credentials en local, mettre toutes tes bases de données en local sans avoir rien sur le cloud, ou alors déployer la solution complètement on-premise. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui, justement, ça fait partie des choses qui ont été importantes dans la mise en place des outils, c'est cette compréhension que les entreprises, quand on va toucher aux entreprises, n'ont pas nécessairement envie de mettre plein de choses sur le cloud aujourd'hui. Je pense que demain et tous les jours, on voit que ça bouge vers cette direction. Mais Jenkins n'est pas la solution unique pour le faire, heureusement d'ailleurs. Du coup, merci Tug pour la transition, parce qu'on va parler un peu plus des solutions CI/CD dans le cloud et managé. On va aborder les deux en même temps. Et on a évoqué déjà plusieurs fois Tekton. Je ne sais pas comment on le dit en français. Mais peut-être toi, Vincent, c'est l'occasion de faire. Là, pour le coup, je pense que tu as un elevator pitch pour Tekton. Et ouais, Tekton, en fait, moi je dis Tekton comme je le dis en anglais, en français, parce que sinon c'est trop compliqué de switcher. Tekton, c'est ni plus ni moins que se dire les gens utilisent et sont habitués à Kubernetes, ou en tout cas pour les gens qui sont habitués à Kubernetes, pourquoi ne pas leur fournir un ensemble de composants qui fonctionnent de la même façon que ce que eux ils ont l'habitude, donc les YAML, les objets, les CRD, etc. qui sont dans Kube, mais que ça leur permette de définir leur pipeline, leur task, leur pipeline, et du coup d'essayer de passer d'un Jenkins vers qui est un peu monolithe, qui gère tout, à un truc où tu définis tes pipelines, tu partages un peu tes définitions, etc. Mais au moins, tu laisses la partie orchestration à Kube, parce que Kube étant déjà un orchestrateur, on a juste besoin
le laisser gérer, en fait. Donc voilà, après, pour faire vraiment très très simple, c'est ça Tekton, c'est des objets, plusieurs composants qui fournissent des objets cubes te permettant de définir des workloads, des pipelines. Et ça peut être utilisé pour le CI, ça peut être utilisé pour le CI, ça peut être utilisé pour ML. ML, c'est quoi déjà? Machine Learning. On a des gens chez IBM qui utilisent Tekton Pipeline pour faire du Machine Learning. Puisqu'on a essayé, quand on a fait Tekton, en tout cas, de faire un truc qui est relativement abstrait et qui n'a pas trop d'opinion, pour que ça puisse être utilisé dans plein de use cases différents. Et petit à petit, on voit les besoins qu'on a et on crée d'autres structures. Et après, ça va être déclenché, c'est-à-dire que tu vas le plugger sur un repo Git, par exemple, et les événements qui vont arriver vont commencer à déclencher des pipelines de la même façon. Ouais, et en fait, au départ, il n'y avait que Tekton CD Pipeline qui vient du projet Knative Build qui a été sorti de Knative. Et donc, au début, c'était vraiment juste cette partie pipeline. Et quand on s'est dit, tiens, nous, on aimerait bien upstream, donc dans la communauté, on aimerait bien utiliser Tekton pour builder Tekton, parce que sinon, si on n'utilise pas ce qu'on fait, c'est un peu dommage. On s'est dit, tiens, il nous manque quelque chose pour gérer les événements. On a Knative Eventing, mais on voulait un truc plus simple, donc on a créé un composant. Et puis après, on a commencé à mettre en place ça, on s'est rendu compte qu'on voulait stocker des résultats. Enfin, en gros, il y a beaucoup de choses, beaucoup de features qui arrivent dans Tekton qui viennent du besoin lui-même de Tekton. Et maintenant d'autres customers, d'autres clients. Parce que maintenant, IBM supporte déjà Tekton, Google, je suis pas sûr, Red Hat supporte déjà Tekton, il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, oui. J'allais dire sur Tekton, par exemple, dans OpenShift, nous, ça nous simplifie. Enfin, le but, c'est que ça nous simplifie énormément la tâche par rapport et aux clients par rapport à la gestion de Jenkins. Parce que Jenkins déployé dans OpenShift, c'est horrible à maintenir. Ça consomme beaucoup de ressources. La plupart des besoins clients, par exemple, c'est je veux un Jenkins par équipe. Parce qu'en fait, si j'ai pas un Jenkins par équipe, j'ai une équipe qui va vouloir ce set de plugins, une autre équipe qui va vouloir ce set de plugins et ça devient un enfer à maintenir. Et plus on en déploie, plus ça devient un monstre de ressources. Au contraire, Tekton, on essaie d'inverser puisque c'est un truc très lightweight et on dit voilà, toutes les spécificités que vous avez qui seraient exprimées par des plugins, en fait, maintenant, c'est des tâches. C'est des trucs qui vont se passer dans des conteneurs. C'est des trucs que vous pouvez facilement partager. Il y a tout cet aspect-là dans Tekton. Et toutes tes ressources. Quand tu demandais une question sur le déclenchement, il y a des triggers, des ressources triggers, mais même tu as une ressource qui s'appelle Task Run ou Pipeline Run. C'est une ressource que tu appliques sur ton conteneur qui va déclencher ton pipeline. Donc là encore, tout est sur la philosophie de déclaratif. Même le déclenchement, c'est du déclaratif, une ressource que tu vas appliquer sur ton cluster. Ça, c'est un choix de design qui est assez important dans Tekton, c'est de se dire, quand tu définis ton pipeline, tu as ton pipeline, tes tâches, et dans chaque tâche, tu as des steps. Quand tu définis ton pipeline et tes tâches, tu définis ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles vont faire, mais quand tu les appliques à ton cluster ou quand tu les définis dans ton cluster, elles ne font rien. En fait, elles sont utilisables derrière. Donc, on sépare vraiment la partie définition, déclaration de la partie je veux exécuter ce pipeline. Et ça permet du coup, par exemple, de faire un pipeline qui est très générique et qui va permettre à une équipe de déployer différents workloads en utilisant le même pipeline, juste en changeant des paramètres ou en changeant des ressources en entrée ou en sortie. Et ce qui fait ce qui rend, là je vais prendre une casquette très GitHub dans la question, mais ce qui rend difficile dans certains cas la migration ou l'évolution de solutions Jenkins vers GitHub Actions ou autre, c'est qu'en fait Jenkins a une palanquée de plugins qui est énorme, et GitHub a les actions. Je pense que GitLab va avoir pareil, un système d'extension et de plugins. Qu'est-ce qu'il y a? Tekton est plus récent. Donc aujourd'hui, en termes d'intégration, si tu veux faire de la code qualité, du DevSecOps pour analyser ton code en sécurité, pour tous les plugins que tu imagines, il y a un système équivalent, je suppose, sur Tekton pour
rajouter des choses? En fait, ça dépend, oui et non. Il y a des tâches. Donc en fait, dans Tekton, il y a une partie organisation des tâches qui peuvent être réutilisables. Ça va être créer une pull request dans GitHub ou une merge request dans GitLab. Ça va être communiquer via Slack. C'est un ensemble de tâches qui peuvent être très facilement partagées avec tout le monde. Et on appelle ça le catalogue. Et il y a une UI qui s'appelle Hub de Tekton Model. Et du coup, petit à petit, la communauté vient et ajoute des tâches. Donc, il y a des tâches DevSecOps qui arrivent pour analyser du code avec Sync ou d'autres trucs. Donc, c'est petit à petit, l'idée, c'est que ce catalogue de tâches grandisse, que d'autres boîtes aussi puissent fournir leur catalogue. Par exemple, Google puisse fournir des trucs spécifiques, Google Cloud, Amazon pareil, GitHub des trucs aussi. L'idée, c'est un peu ça, même OpenShift, on a notre propre catalogue avec certains trucs optimisés pour OpenShift. L'idée, c'est de petit à petit que les développeurs ou les gens qui utilisent Tekton puissent dire « Ah tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Moi, je fais mon pipeline, mais je prends les tâches qui viennent un peu partout. » Et pour parler du lien avec Jenkins, effectivement, il y a un truc très important que nous, on voit avec nos clients, c'est ils utilisent Jenkins, ils trouvent Tekton super intéressant, mais c'est un gros Big Bang si on veut tout passer de Jenkins à Tekton. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut les aider à passer de l'un à l'autre. CloudBees avait fait un petit projet pour essayer de traduire des Jenkins files de manière automatique en définition Tekton. C'est un enfer. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de customisation qui se font. Par contre, il y a deux projets qui existent, qui sont sortis assez récemment, enfin deux trucs distincts. Il y a un Tekton plugin, un autre plugin dans Jenkins permettant d'exécuter un pipeline ou une task run. Donc, ça permet de commencer à écrire quelques trucs en Tekton tout en utilisant Jenkins. Ou l'inverse, utiliser un Jenkins Runner. Il y a une tâche Jenkins Runner qui nous permettrait de faire l'inverse, d'avoir un pipeline qui va, il y a une partie du pipeline qu'on a déjà transféré en Tekton, mais il y a une partie du pipeline qu'on n'a pas encore eu le temps de transférer, on le met et c'est le Jenkins File Runner qui va bootstrapper le truc et l'exécuter. Okay. Avant de poursuivre, juste parce qu'on me fait signe dans l'oreillette qu'il y a des questions dans la section Q&A. On a une section Q&A dans Open. Il y a deux questions. Je commence avec celle-là. Est-il prévu un éditeur graphique de pipeline Tekton plutôt que l'édition des fichiers à plat YAML? Alors, je vais te laisser répondre, mais si tu utilises OpenShift, tu as déjà cet éditeur disponible. Voilà. J'allais dire la même chose. Dans OpenShift, il y a le builder qui est pas tout à fait, je veux dire, en ce moment en tout cas, il lag un tout petit peu par rapport aux features de Tekton, c'est-à-dire que Tekton, la dernière version, c'est 0.25. L'éditeur, il supporte, il y a des fields qui ne supportent pas encore, qui supportera dans la prochaine release. Il y a aussi le plugin VS Code de Tekton, qui a la même chose, qui a un builder visuel. C'est les deux que je connais, il y a peut-être d'autres trucs. Après, pour l'instant, c'est des projets communautaires, open source, qui sont portés par Red Hat, et Red Hat est quasiment l'unique contributeur. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas eu un projet encore adopté upstream dans la communauté Tekton pour l'éditeur graphique. En ce moment, le focus là-dessus, c'est plus pipeline as code, etc., que vraiment l'éditeur graphique, parce qu'on a beaucoup plus de demandes sur la partie as code que sur la partie édition graphique. Ouais. Il faut réussir à motiver des développeurs front et UI et. Autant sur la partie monitoring, alerting, la partie UI est très importante, c'est-à-dire comprendre rapidement ce qui se passe et pouvoir voir quel workflow, comment est le pipeline que tu as développé et qui a tourné. Au niveau du développement, on s'aperçoit qu'effectivement, ça permet une prise en main qui est plus simple, mais dans la réalité, une fois que les gens ont commencé à s'habituer, et pourtant, je suis loin d'être un fan de YAML, parce qu'en fait, c'est beaucoup de composition. Alors, effectivement, ça pourrait être de la composition graphique, parce qu'au bout du compte, on réutilise beaucoup de parties. Mais dans la réalité, que tu le fasses dans du code ou dans une interface graphique ne change pas grand-chose, sauf que développer une interface graphique coûte très cher. Il y aura toujours ce lag avec on a rajouté ces fonctionnalités, ces attributs, ces machins. Donc, je pense que moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée, mais parce que du compte, c'est important de comprendre comment ça s'assemble derrière. Intermédiaire, en fait.
là-dessus. Effectivement, c'est une fausse bonne idée de faire du dessin de pipeline à la main, mais ça rappelle ce qu'on faisait au début de Visual Studio.net où on pouvait construire ces pages ASPX au clic à la souris et après, tu avais juste quelque chose d'immaintenable parce que ça générait un code source de folie. Là, c'est pareil. Moi, honnêtement, le YAML, j'ai appris à l'aimer, maintenant j'adore. Je dis pas que je rêve en YAML, mais c'est pas loin. De toute façon, tu as les cheveux blancs. Ouais. Quand on voit ce qu'il faut faire pour faire du cube, de toute façon, on s'aperçoit que pour l'instant, le YAML, on peut difficilement s'en servir. Ce qu'on a proposé pour les runners GitLab, c'est pareil. On décrit ce qu'ils ont à faire en YAML. Ce qu'on a proposé, mais ça fait pas longtemps, parce qu'effectivement, plein de gens demandaient ça, c'est une preview de à quoi va ressembler le pipeline. Parce qu'avant, tu lançais ton pipeline et c'est là où tu avais la preview, en fait. Où globalement, ça te compilait, entre guillemets, le YAML et ça te dessinait ton pipeline et ça l'exécutait. Là, avant même de l'exécuter, tu as une preview avec les dépendances des jobs pour voir si tu n'es pas en train de… Puis un linter aussi, pour voir si tu n'es pas en train de faire une connerie, en fait. Et je voulais juste rajouter et du coup, c'est assez pratique, mais surtout pour les gens qui débutent. Moi, j'avoue que je ne m'en sers pas. Et je voulais juste rajouter, on parlait de plugins, en fait, dans GitLab CI, il n'y a pas de plugin. Tu as des features autour de GitLab qui sont liées à différents sujets que tu pourras utiliser à partir de ta CI, mais il n'y a pas de plugin. C'est à partir du YAML, tu vas pouvoir exécuter des jobs, mais il faut t'imaginer que les runners, c'est des environnements qui sont une machine. Donc, ça peut être un runner sur une VM ou même sur du bare metal et qui va utiliser, en fait, ou dans un container, le runner, il va utiliser les ressources de l'endroit où il est installé. Donc, si tu as besoin d'outils, tu les installes sur ta VM, dans ton container. C'est pour ça qu'on en utilise de plus en plus. Avec les containers, c'est facile. Et d'un job à l'autre, tu peux changer l'image dont tu as besoin. Donc, tu te fais tes outils. Quelque part, tu te fais tes propres plugins. On est vraiment allé au plus simple. Et du coup, donc, il y a eu même moi, au tout début, en utilisant GitLab, j'installais mes runners sur des vraies machines, entre guillemets. Après, je suis passé sur des VM. C'est super facile parce que tu peux reproduire ce que tu fais. Tu évites un peu l'effet, mais je ne comprends pas, ça marchait sur mon poste. Donc, monter des runners sur du bare metal, ce n'est pas forcément une bonne idée, sauf pour des choses spécifiques, comme pour de l'infra as code ou des choses comme ça. Et puis après, il y a monter des runners qui savent utiliser du Docker, ce qui permet après justement d'aller plus vers une fois que tu as toute cette mécanique, de faire plus facilement du cloud native et d'aller balancer tes runners dans du Cube, par exemple, ou du OpenShift. Et là, en plus de la reproductibilité, tu vas gagner comment ça s'appelle, la scalabilité, en fait. Donc, nous, les runners, ils sont tout bêtes, hein, ils sont tout cons. Mais comme ils sont tout cons, justement, c'est facile de les déployer et de popper des runners dans tous les sens. Ouais, cool. Je regarde la Q&A. Alors, je ne sais pas si elle a… Alors, il y a Sébastien qui demande quelle est la vision dans 3 ans avec l'apport des IA, AI for Code. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas s'il y a un impact sur la CI/CD. Tu disais tes runners un peu con. Est-ce qu'ils vont pas pouvoir devenir un peu… Je pense qu'ils vont rester cons, mais je pense que quelque part, c'est le mode de fonctionnement de la CI. On a tous des modes de fonctionnement à peu près pareils. Les logiques restent, me semblent similaires. Moi, ma vision, et alors elle n'engage que moi, c'est que les runners vont rester cons, c'est juste des passe-plats et des exécuteurs de tâches. Mais tu vois, on parle beaucoup de sécurité, de SAST par exemple, ou même de DAST, et on en fait tous, quels que soient les produits, pour aller analyser la qualité ou la sécurité, en fait, la recherche de vulnérabilité dans le code. On pourrait imaginer, parce que SAST, par exemple, ça va te donner des conseils en disant attention, c'est pas bien d'écrire ton code comme ça parce que si tu fais, tu peux mettre dans un eval en JS, tu peux lancer ce que tu veux, quoi. Tu pourrais imaginer qu'il y ait, alors je sais pas quel nom on lui donnerait, si ça se trouve ça existe déjà, mais qu'il y ait un espèce d'analyzer qui te dirait
ton code COBOL pour le migrer en Kotlin Vertex, eh ben, ça serait bien que tu fasses ça. Donc, je pense que l'IA pourra servir à t'aider à améliorer ton code. Après, peut-être que l'IA aura, et là, ce serait plutôt du machine learning, mais ce n'est pas du tout mon domaine, hein, donc j'extrapole, mais peut-être que l'IA pourrait aider plus sur le côté infra pour arriver à optimiser les ressources d'exécution. Ouais. Ce que je vois de plus souvent, c'est les... Ouais, pardon, vas-y. Non, c'est ça, c'est pas une partie qui serait sur le code, c'est-à-dire l'optimisation du code et de fournir de l'intelligence quand tu codes, t'aider à écrire du code. Le plus tôt possible, capturer les problèmes, les failles que tu pourrais avoir dans ton algo que tu es en train de coder. Et l'autre partie, c'est à la rigueur peut-être optimiser. De la même façon que ça peut être fait sur du code, faire ça sur tes pipelines pour optimiser le pipeline. Et ensuite, il y a quelque chose qui est autre, qui est sur l'infra proprement dit, c'est comment tu gères la scalabilité, l'optimisation de ta scalabilité pour faire du scale-up, scale-down, enfin toute l'élasticité. Et là, ça serait vrai pour des runners, ça serait vrai pour mais comme tes applications. Et même avoir l'intelligence. Ouais. Après, il faut arriver à mesurer à quel point actuellement Cube est suffisamment intelligent justement pour faire le scale-up, scale-down, ou les outils qui tournent sur Cube, hein, Knative normalement est fait pour ça. Enfin, je connais que la partie serving, mais jusqu'ici, ce que j'en ai vu, le scale, l'élasticité est super bien faite, super bien gérée. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que sur une grande échelle, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas comment on dit pour Tekton, mais on va dire 8000 slaves Jenkins, est-ce que ça suffit? Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui suffit pour le rendre élastique intelligemment, ou est-ce que justement, on aurait besoin de machine learning ou d'intelligence artificielle? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans la communauté, par exemple, des runners GitHub, il y a une partie qui est 100% cloud gérée par GitHub. Quand vous avez un projet open source et que vous faites du GitHub Action, c'est géré par exemple 100% par GitHub. Il y a une partie où tu peux installer tes runners. Et il y a tout un effort autour de la communauté Cube, justement, pour avoir les runners qui sont gérés, le scale to zero, l'instanciation de nouvelles choses, la mise en place des nouveaux runners de façon sécurisée avec ton repo sur Cube. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence en tant que telle, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça reste de la config. Mais par exemple, tu vas avoir, en fonction de la CPU qui va être utilisée, etc., les mêmes métriques que ce que tu fais quand tu fais du pod classique, quoi. Mais pour tes runners de CI. Ok. Une autre question de Damien, intéressante du coup, parce que ça apporte l'aspect GitOps. Il dit si on devait comparer Tekton avec Argo Workflow, les pour et les contre de chaque outil. Alors, moi, je sais qu'on peut faire de l'Argo CD, donc du GitOps, avec Tekton, parce que je le montre même dans mes démos. Mais Vincent, tu as eu un avis là-dessus? Ouais, là c'est Argo, c'est pas Argo CD, c'est Argo Workflow, donc c'est la partie purement Workflow qui est relativement similaire dans son approche à Tekton, dans le sens où c'est pouvoir exécuter ses jobs dans Cube. J'ai moins utilisé que Tekton, c'est normal, je pense, mais je l'ai un petit peu utilisé. La vraie différence pour moi, c'est que il n'y a pas ce split définition runtime et ce split task pipeline. Donc, en gros, on définit son workflow. Ou alors, je ne suis peut-être pas allé assez loin non plus, mais pour moi, on définit un workflow. Le workflow, on peut le définir. Il y a des paramètres, il y a un aspect DAG, donc un aspect graphe d'exécution, comme dans Tekton. Le truc, c'est que c'est un objet, on définit son truc dedans, et quand on l'exécute, ça s'exécute. Quand on le met, ça s'exécute. Donc, j'ai pas vu l'aspect partagé, ces workflows, etc. qu'il y a dans Tekton. Pour moi, c'est la grosse différence dans ce que je connais de workflow. Après, sinon, l'approche est la même et pour moi, l'approche même de GitLab, GitHub, tous les nouveaux CI ou tous les CI cloud, il y a un truc sur lequel tout le monde s'accorde, que j'adore, c'est de se dire, en fait, l'intelligence, elle n'est pas dans des plugins, dans des machins, elle est dans les conteneurs qu'on exécute. Et on partage tous la même vision. Et donc, si on fait des images correctes avec ce qu'il faut dedans, en fait, les utiliser dans GitHub Action, les utiliser dans les GitLab Runner, les utiliser dans Tekton, c'est pas si différent. Au final, c'est la syntaxe change un peu, mais le reste est très similaire. C'est juste une histoire de où est-ce que c'est déployé, quelles sont les contraintes qu'on a, etc.
Ouais. Et Argo Workflow, ça fait partie d'une des solutions que je mettrais similaire à Tekton. Pour moi, elle est un peu moins puissante dans son aspect partage de définition et split de l'exécution du machin, mais sinon, ça a l'air pas mal. Ok. Et du coup, sur ce partage des visions, j'aime bien, et attention, je ne vais pas troller, mais c'est plutôt une utopie, et vous savez que vous avez déjà posé la question. En fait, il y a quelques semaines, j'avais lu, je crois que c'était Max sur Twitter, il voulait faire marcher ses GitHub Actions. Et à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas. Bon, ça arrive de temps en temps, comme tout. Et il a dit, même c'est dommage, j'aurais trop voulu prendre ces GitHub Actions et les balancer sur mon GitLab que j'ai aussi, mais je ne peux pas faire ça. Et on avait lancé la discussion, on fait si GitLab et GitHub avaient comme base Tekton, tous les deux, tu n'aurais pas ce problème, tu pourrais même les faire tourner sur ton propre cube et tout. Est-ce qu'à terme, ça serait possible que ce soit la base commune à tous, et vous, GitLab, GitHub, n'importe qui, votre plus-value, en fait, c'est de manager le service, donc le support, peut-être, je ne sais pas, la scalabilité, mais que la base soit la même. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez penser, imaginer? Alors là, c'est difficile, en tout cas, vu ma position, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur ce dessus. Je pense pas. Par contre, non, il y a un truc, c'est-à-dire que parce que si on regarde la façon dont tu écris les workflows, les pipelines de chaque côté, c'est un peu différent. La philosophie est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a des composants réutilisables qu'on assemble pour faire un pipeline. Mais la façon dont tu écris une GitHub Actions, que tu la déploies, c'est du JavaScript ou un conteneur Docker. Ça, sur la philosophie, c'est la même. Sur l'implémentation, c'est différent. Et on se concentre, je pense, tous sur plutôt, si on veut parler de cubes, c'est d'être capable de faire en sorte que tes runners soient managés par du cube. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement imposer à tout le monde d'aller sur du cube à chaque fois, en fait. Et tu as encore beaucoup, et c'est là où, si on revient à la discussion, pas la discussion, mais au commentaire initial, qui était un de mes commentaires, qui était sur le côté Jenkins, je vais utiliser un gros mot, même si qui est un peu legacy, et toutes les nouvelles solutions cherchent à simplifier cette partie-là. Le but, c'est qu'il faut que ce ne soit pas non plus, si tu imposais d'avoir un Kubernetes pour pouvoir commencer à faire de la CI avec GitHub ou GitLab, on remettrait une grosse barrière, là où on lui dit, non, mais votre runner Jenkins, vous le remplacez par un conteneur ou par un process dans une VM et vous pouvez faire la même chose et vous êtes sur votre SI de façon simple et que ça marche. C'est compliqué cette partie-là. Sur le papier, c'est top. Mais on vient tous du monde Java, pas tous, mais en partie du monde Java J2E. Même quand on avait une spec qui était la standard, on n'arrivait pas à faire des trucs qui marchaient les uns avec les autres. Donc imagine sur quelque chose où tu n'as pas de spec. Visual Basic. Ouais, mais moi je suis plus vieux, quoi. Mais ouais, alors je pense que l'interopérabilité, donc c'est un des termes les plus difficiles à prononcer pour moi, est d'ores et déjà possible. Alors, tu as raison, par contre, tu ne peux forcer personne à être sur du cube. En fait, je pense, alors, je vais parler avec vision GitLab, je pense que côté GitHub, c'est à peu près pareil, mais tu pourras compléter. Ce qu'on essaye de fournir, c'est que notre CI soit complètement intégré dans notre outil de gestion de code source. Ça fait que globalement, quand tu es développeur, tu ne sors pas de l'outil, en fait, tu es dans le même outil. Donc, idéalement, pour qu'il y ait un Tekton qui fonctionne aussi bien pour éviter le problème qu'a eu ton ami Sébastien, un Tekton qui fonctionne aussi bien avec GitHub que GitLab, il faudrait qu'on ait une intégration. L'intégration est d'ores et déjà possible, mais il faudrait que, j'allais dire esthétiquement, visuellement parlant, tant GitHub que GitLab soient capables d'afficher et d'éditer les pipelines Tekton directement au sein de GitLab, enfin de l'interface utilisateur GitLab ou GitHub. Moi, ça me pose pas j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça parce que tu prends des licences, tu paieras pas plus cher si tu utilises GitLab avec Tekton. J'ai plus en tête le modèle de pricing de GitHub, mais je crois que c'est à peu près pareil. Alors, sauf sur le cloud, parce que tu payes des minutes de runner. Donc, ça peut avoir un impact. Ouais, ça simplifierait la vie de pas mal de monde. Après, Vincent avait une bonne remarque sur
mets tes outils dans des containers et tu utilises les mêmes outils, quelle que soit ta CI, finalement, ton travail d'écriture de script de CI ne sera pas si violent que ça. Parce que tu déportes l'intelligence dans tes outils et tu as juste des espèces de scripts façon bash qui vont juste ordonnancer ça et c'est pas si compliqué. Après, c'est vrai que si on garde il y a la problématique de, je pense qu'on n'aura jamais tout le monde sur Cube parce que c'est pas obligé. Parce que peut-être que d'ici là que ça arrive, il y aura autre chose de nouveau qui sera sorti. Donc, ouais, c'est un sujet super intéressant. C'est possible. L'avantage, c'est que ça donne du boulot à tout le monde. C'est l'histoire d'interopérabilité. Donc, moi, j'aime bien. Moi, pour ajouter un truc là-dessus, je pense que je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis, moi, je me dis pas que GitLab ou GitHub devrait, par exemple, rendre accessibles les API de Tekton. Ça fait pas forcément sens. Sachant qu'on peut aussi inverser le truc et se dire, bah tiens, Tekton, si on voit Tekton comme un ensemble de ressources partageables, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exécuter un pipeline lui-même dans une GitHub Action ou dans un runner GitLab, sachant qu'il y a en plus déjà réflexion là-dessus dans la communauté Tekton, puisqu'il y a déjà une réflexion sur avoir un runner local de Tekton. En fait, ça, c'est déjà possible. Alors, quand je dis c'est déjà possible, c'est peut-être pas déjà possible à Tekton, mais tu prends par exemple sur GitHub Actions, tu as des actions pour lancer Azure Pipeline, pour rentrer Jenkins, pour faire d'autres. Je pense que faut juste attendre un peu plus d'adoption. C'est-à-dire que je pense que c'est encore un peu tôt dans la communauté Tekton par rapport à l'adoption pour que cette action, là je vais prendre le vocabulaire GitHub, mais pour que l'action exécuter un pipeline Tekton existe, et ça viendra en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la communauté va commencer à faire ses jobs sur Tekton, le besoin va immédiatement venir de dire je veux pouvoir faire ma CD avec GitHub ou avec une autre solution, mais je veux pouvoir lancer mon pipeline dans OpenShift avec Tekton parce que c'est ma solution que j'ai choisie. Et le point qui est intéressant, et Philippe le levait tout à l'heure, c'est-à-dire que GitLab comme GitHub, notre rôle, c'est de fournir une plateforme au développement, pas de l'imposer. La seule chose qu'on impose, entre guillemets, c'est Git. Tout le reste autour, c'est quelque chose, tu veux faire un issue manager qui est du Jira, qui est du Trello, qui est tu peux le faire. La seule chose, c'est qu'on est tous abonnés à Git, on utilise Git, et les événements, les hooks que tu as sur Git vont permettre de t'intégrer avec le reste du système. Mais évidemment, moi, je vais préférer si tout le monde utilise toute la stack et toutes les features de GitHub, mais ce n'est pas nécessaire. Ça sera intéressant. À la rigueur, on fait un hackathon ensemble pendant tes vacances. Chose qu'on on a failli faire quelque chose ensemble il y a quelques mois, mais à l'époque où on travaillait dans la même équipe. Ouais. Je regarde juste les questions. Il y a une question, je vois que il a déjà répondu sur XL Deploy, je ne connais pas. Il y a une autre question un peu plus technique. Je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre. Peut-être toi, Philippe, parce que c'est quelles sont vos opinions sur concours CI? Je suis en C2 sur Kubernetes et mes worker runners sont containerd. Et je me demande pourquoi je devrais changer vers GitLab CI. Alors, j'ai pas d'opinion en fait sur concours parce que je l'utilise pas. Okay. Après, pourquoi est-ce qu'il devrait changer pour GitLab CI? Alors, d'un côté, je dirais, si tu es bien avec ce que tu as et que ça répond à tout ce que tu as besoin, ne te pose pas de questions, change pas. Après, si tu as des douleurs, ping-moi en DM et puis on en discutera. Mais, ce que je disais, j'ai pas d'état d'âme. Je suis content quand tu as un client ou quelqu'un, c'est pas forcément client parce que on fait de l'open source, utilise la stack complète, ça me fait plaisir, je suis fier. Mais j'ai tellement de clients qui utilisent GitLab avec du Jenkins que ça serait malvenu de ma part de dire c'est pas une bonne idée. Si ça marche. Puis tu le disais, il y a certains pipelines que tu as écrits en Jenkins, tu n'as plus envie de les modifier. En plus, si ça tourne, tu n'es pas obligé de migrer, quoi.
Ouais. Le seul commentaire que je ferai là-dessus, c'est faut faire, et c'est toujours un pari qui est difficile hein, quand on commence avec une nouvelle techno. Alors je connais pas Concours CI, je l'ai jamais vu, donc j'ai aucune opinion. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est de se dire, si tu investis beaucoup sur une technologie et qu'il n'y a pas d'adoption d'une communauté derrière, tu vas avoir du mal à recruter, tu vas avoir du mal à maintenir ton écosystème de plugins, va peut-être pas être assez rapide et tu vas te retrouver bloqué non pas parce que la techno marche pas, mais parce que son écosystème autour ne prend pas, je sais pas, qui se souvient encore et je peux m'en souvenir, l'alternative qui, avant que Q prenne le lead, c'était Rancher. Swarm. Non, bon, je vais. Je rigole, je troll. Non, mais et je suis désolé, messieurs, il va falloir qu'on conclue parce qu'il y a l'autre track qui va commencer aussi et il va falloir que j'accueille Katia sur cette track-là. En tout cas, c'était super cool, super discussion, on est resté bienveillant, cool. Je pense qu'on a bien discuté du sujet. Ça peut continuer sur le Slack. Allez sur le Slack si vous voulez poursuivre la discussion. En tout cas, je suis très content. Je n'ai pas vu l'heure passer, donc c'est un bon signe. Bah, écoute, j'espère que c'était pareil pour tout le monde. Merci. Salut, merci.